Merci beaucoup Karine, et puis merci à vous pour avoir mis en place toute cette organisation. D'ailleurs, je suis absolument ravi, vous vous en doutez, d'être là. Je suis fatigué, j'ai passé 12 jours intenses ici, intenses par les aspects scientifiques. J'ai discuté avec pas mal de gens. Je ferai un petit bilan ce soir quand même, parce que vraiment j'ai multiplié les contacts et ça c'était précieux. Et puis quand on est là, on se promène, on regarde, on voit, on admire, donc j'ai aussi fait tout ça. Et cette nuit, là, je vais reprendre un avion et je vais repartir. Donc oui, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis informaticien, c'est vrai. Je suis prof en informatique. J'enseigne en particulier soit en L1 avec le défi des L1, qui est un défi en métropole extrêmement compliqué. Beaucoup d'étudiants qui abandonnent très vite. Donc il y a vraiment des enjeux assez cruciaux. Je suis enseignant aussi d'IA. Donc, dans l'IA, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet qui s'appelle le machine learning, c'est-à-dire la machine qui apprend, les algorithmes d'apprentissage automatique. Et ça, c'est un petit peu ce que j'enseigne plutôt au niveau master quand même. Donc, c'est aussi ce qui m'a entraîné vers l'IA. Mais en réalité, le sujet qui m'intéresse vraiment depuis maintenant presque 20 ans, c'est le sujet des REL, des ressources éducatives libres. Donc, je suis tombé dedans parce qu'à un moment donné, on avait commencé à faire des plateformes IA sur lesquelles on voulait partager des ressources, et très vite on s'est rendu compte que le message c'est partager est difficile, partager n'est pas si simple que ça va pas de soi, d'accord. On a tous plutôt envie de partager, on est des enseignants, on a choisi ce métier parce qu'on a envie de partager, et en fait il y a un sacré nombre d'obstacles pour permettre de partager. Donc parmi ces obstacles, il y a des obstacles qui, je pourrais en reparler un petit peu après, mais qui sont des obstacles plus psychologiques ou plus administratifs ou plus politiques. Enfin, il y a toutes sortes de choses, hein. Il y a plein d'obstacles, mais il y a aussi des obstacles légaux, et les obstacles légaux se règlent avec un jeu de licence. Donc, je vais essayer de parler un petit peu de tout ça, parce que c'est un peu ce dans quoi je suis tombé quand j'ai commencé à m'intéresser au REL. Et si vous voyez, il y a REL, et puis il y a une deuxième partie au titre qui est éducation ouverte. C'est un peu l'extension, d'accord, l'extension, parce que c'est l'idée de se dire, on va s'intéresser aux objets qu'on partage, c'est-à-dire les REL, les ressources éducatives libres, et puis ensuite on s'intéresse à la façon de partager. Donc est-ce qu'on a le changement aussi qui s'opère sur notre façon d'éduquer, d'enseigner? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons qui peuvent quelque part, des nouvelles idées qui rentrent en jeu? Donc c'est un petit peu ce dont je vais parler ici. Alors je fais une petite présentation. Alors certains visages, je les ai vus ces jours-ci, donc ils m'ont déjà entendu. Je vais quand même faire le petit peu de pub pour ça. Je sais pas ce que ça affiche là. Ah oui, je sais, il y avait j'avais pas. J'ai juste envie de dire que donc on a une chaire UNESCO. Donc chaire UNESCO, c'est quoi? Les chaires UNESCO, ce sont des objets qui ont été inventés par l'UNESCO il y a déjà probablement une trentaine d'années. Un peu partout dans le monde pour soutenir un petit peu la politique de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est, on dit parfois la petite sœur des Nations Unies, parfois on dit le think tank des États-Unis, mais pour ne pas juste s'appuyer sur, on va dire, les gens qui sont employés par l'UNESCO, ils se sont ouverts aux universités, et il y a donc dans le monde un certain nombre de personnes ou un certain nombre de groupes qui sont des chaires UNESCO. Donc on en a une, en particulier à Nantes. Et dans le cadre de cette chaire, ça nous oblige au sens positif, à discuter avec d'autres chaires dans le monde pour pouvoir échanger et puis avancer ensemble, pour faire des propositions qui sont parfois reprises par l'UNESCO et qui deviennent ensuite des objets qui vont être aussi promus par les Nations Unies. Donc la chaire que nous on a qui s'appelle RELIA, c'est ressources éducatives libres et intelligence artificielle, avec donc un mot d'ordre qui est pour une connaissance ouverte et partagée, avec à la fois les questions donc de REL et puis les questions d'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, dont on parlera plus tôt ce soir. On est allé un peu plus loin l'année dernière puisqu'on a monté un nouvel objet qui s'appelle un réseau Unitwin. Donc Unitwin à l'intérieur de l'UNESCO, c'est en fait l'organisme qui s'occupe des chaires. Et là, on a un réseau Unitwin qui s'appelle UNOE.
et qui est vraiment sur Open Education, sur l'éducation ouverte, et dans laquelle on travaille avec des gens un petit peu partout dans le monde, d'accord, qui sont là, et enfin dans le monde, sur différents continents. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est-à-dire on reste pas dans notre cas européano-centré, et on discute avec plein de gens pour essayer là aussi de voir si les enjeux sont les mêmes à différents endroits. C'est aussi pour ça que pour moi le voyage ici a été précieux, parce que j'ai pu voir finalement ce qui est similaire et ce qui est logiquement très différent. Et donc c'est dans cette démarche de global, de réfléchir globalement, et c'est tout à fait précieux. Et parmi les choses qu'on fait, on s'intéresse beaucoup à la notion d'apprendre chez les jeunes. Donc l'IA est arrivée et l'IA pose des questions, l'IA pose des nouveaux problèmes, des nouveaux défis. Et une des questions qu'on aborde avec des étudiants, c'est des groupes de parole, des groupes de discussion, par exemple celui-là. Maintenant que l'IA fonctionne, est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre? Ça peut sembler une question extrêmement naïve, et en fait c'est une question très riche sur laquelle ensuite on va déboucher sur des choses très, très banales. C'est oui, j'ai besoin d'apprendre parce que j'ai besoin d'examen, et puis ensuite au bout d'un moment eux se rendent compte que c'est pas la raison pour laquelle ils apprennent. D'accord? Il y a des raisons beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes. Et ensuite, quand on a ces raisons, on les confronte à l'IA. On se dit, oui, mais est-ce que ça c'est menacé par l'IA, ou au contraire, est-ce que l'IA peut venir consolider cette raison? Voilà, donc je parlerai beaucoup plus de ça ce soir, mais c'est juste pour dire le genre de choses qu'on fait à la chaire. Donc ce dont je vais parler, c'est de ça. Donc voilà un petit schéma qui dit éducation ouverte. C'est quoi? Une éducation ouverte, c'est trois choses, trois composantes. Alors le slide est en anglais parce que c'est un ami brésilien qui a fait ça et que je trouvais pas mal comme définition. Donc on va commencer par le milieu. C'est des ressources éducatives libres. Donc c'est la possibilité d'avoir des objets de partage. C'est des pratiques éducatives ouvertes. Donc est-ce qu'on a des pratiques, des façons d'enseigner qui sont plus ouvertes? D'accord. Et puis le troisième, c'est le free, libre, open source software, donc le logiciel libre, en train d'arriver à la conclusion que si on a quand même envie de partager, on a vraiment intérêt à maîtriser, à contrôler aussi le logiciel, et donc à prendre cet aspect-là. J'en parlerai pas trop. Mon avis est que c'est pas la partie essentielle, que la partie essentielle, ce sont ces deux-là, mais qu'arrive un moment où, effectivement, on est coincé par des enjeux de logiciel, et donc on a aussi intérêt à faire des choix de ce type-là. Voilà. Donc, Open Education, c'est un peu cet ensemble. C'est un truc qui est pas si défini que ça pour des raisons, on va dire, politiques. Les ressources éducatives libres qui sont là ont été mises au centre de la politique de l'UNESCO en 2019, quand en 2019, l'UNESCO a adopté une recommandation. Donc une recommandation pour l'UNESCO, c'est un outil extrêmement fort qui dit tous les pays du monde, ou tous les pays partenaires de l'UNESCO, c'est pas tous les pays du monde, et ça ne le sera pas dans quelques mois, encore plus, tous les pays du monde se mettent d'accord pour recommander d'utiliser les REL. Donc ça a été quelque chose de fort. Et c'était facile. Non, c'était pas facile. C'était très compliqué. Mais on est arrivé à faire un accord global sur tous les pays du monde. C'est pas facile. Là, on parle de la Chine, de la Russie, des États-Unis, des pays européens, un petit peu tout le monde. Donc on est arrivé à faire ça. Parce que sur les REL, malgré tout, les gens étaient d'accord. Sur ce que peut être une éducation ouverte, les accords étaient beaucoup moins évidents. D'accord ? Il y a de la géopolitique qui commence à jouer. Donc voilà pourquoi, en fait, on est surtout là-dessus, mais éducation ouverte, c'est un petit peu le nouvel espoir. Bon, alors là, je sais plus, je vais dans le mauvais sens. Donc si j'ai encore 2-3 trucs à raconter sur l'UNESCO. Donc dans l'UNESCO, le E veut dire éducation, le S veut dire science et le C veut dire culture. Donc là, il y a une phrase de Mayor Zaragoza qui était un des premiers présidents de l'UNESCO, et c'est la conscience des Nations Unies, c'était ça son discours. Alors dire que c'est éducation, science et culture veut dire que c'est pas juste ici, on voit dans le paysage, quand on se promène, on voit bien annoncer que il y a des sites qui sont patrimoine de l'humanité, donc ça c'est l'aspect culture, mais il y a aussi effectivement les deux autres aspects qui sont très importants. Bon, là j'ai juste une carte de qu'est-ce que c'est que l'UNESCO. Et puis une autre carte qui dit voilà où est-ce que l'UNESCO intervient. Et là j'ai trouvé que c'était pas génial. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas un petit point bleu là où j'espérais le trouver. Alors peut-être qu'on le trouve de ce côté-là, ouais sans doute. C'est là-bas et on le voit pas. Pour la Nouvelle-Calédonie.
Bon, oui, alors donc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que le droit de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen et le droit à l'éducation sont des droits fondamentaux. Ce qui veut dire que ce droit de partager et de recevoir en partage, c'est aussi un droit fondamental là-dedans. Et donc l'UNESCO en a fait un peu plus et en a fait un objectif, ou les objectifs de développement durable, que vous avez sans doute vu passer. Et parmi ces objectifs de développement durable, il y en a un qui s'appelle l'objectif de l'ODD numéro 4, qui est la qualité de l'éducation. Et son objectif, là aussi, c'est d'assurer une éducation équitable, gratuite et de qualité, etc., etc. Ce qui veut dire que un des objectifs de l'UNESCO, c'est quand même d'éviter d'aller trop loin sur la marchandisation de l'éducation et sur les endroits sur lesquels on peut intervenir, par exemple, justement, encourager les mécanismes de partage entre pairs, entre enseignants, pour que le matériel pédagogique qui a été mis en place par les uns ou par les autres puisse effectivement être utilisé, puisse effectivement trouver son public. Voilà, donc ça c'est juste pour mettre le paysage. C'est-à-dire le paysage, c'est l'enjeu, c'est confusément l'idée qu'il faut que les enseignants puissent partager. L'enjeu, c'est qu'il y a des grands textes internationaux, des textes des Nations Unies qui disent que le droit à l'éducation doit être assuré absolument partout et que ce droit doit être gratuit, doit être libre et accessible pour tous. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Là, j'ai une série de points dont je vais essayer de parler. Donc ce que j'ai envie, je vais les prendre dans un ordre, je ne sais plus, je vais prendre les 5 R en premier. Donc l'idée, c'est vous êtes concepteur ou conceptrice de ressources. Donc ressources, ça veut dire quoi ? Ressources, ça peut être un polycopier de cours, ça peut être juste des fiches de TD, ça peut être un programme, ça peut être en fait des vidéos, cette vidéo qui va avoir été faite ici. Donc tout ce matériel qui est pédagogique, et on se pose la question, qu'est-ce que ça voudrait dire partager dans le contexte de l'enseignement, dans le contexte de l'éducation. Donc une des personnes qui a un petit peu théorisé ça, c'est un Américain qui s'appelle David Wiley, et il a conceptualisé ça en train de dire que pour en fait que le système fonctionne, pour que les mécanismes de partage puissent marcher, il faut qu'on assure les 5 R. Alors voilà les 5 R de David Wiley. Donc le premier R, c'est il faut qu'il y ait le droit de récupération. Je vais les regarder les uns après les autres, mais là je les donne. Alors effectivement, c'était les 5 R's en anglais. Ensuite, quand on traduit au français, on prend des mots qui ressemblent. Le deuxième, c'est le droit de réutilisation. Le troisième, c'est le droit de révision. Le quatrième, c'est le droit de remixer. Et le cinquième, le droit de redistribution. Donc, on se place du point de vue double, celui de la personne qui met en partage et puis celui de la personne qui reçoit le partage, c'est-à-dire qui peut ensuite profiter du partage pour faire quelque chose. Alors, prenons-les les uns après les autres. Le premier, c'est le droit de récupération. C'est tout simplement le droit de détenir une copie. Là aussi, ça semble aller de soi. En fait, c'est pas le cas. Si vous preniez, on le fait de moins en moins, mais quand on prend une vidéo, d'accord, quand on prend un DVD, dès le début du DVD, il y a souvent un truc qui dit vous n'avez pas le droit d'en faire une copie. D'ailleurs, même si vous l'avez acheté, d'accord, c'est-à-dire que quelque part, vous avez acheté un bien qui est supposé être un petit peu immatériel, mais en réalité, il n'est pas à vous, puisque même en faire une copie au cas où vous cassiez l'original, vous n'avez pas le droit de le faire. Et il y avait une époque où vous passiez des frontières, typiquement, vous entriez aux États-Unis, et on vous regardait, et puis là, si vous aviez des copies, juste des copies de documents sur votre propre ordinateur perso, donc sans même faire de partage, ça ne marchait pas. Voilà, donc la première des choses assez élémentaires, c'est juste de dire droit de récupérer, droit d'avoir sur sa machine une copie d'un cours, d'une vidéo ou de quelque chose. Deuxième, c'est le droit de réutilisation. Donc ça, pour un enseignant, réutiliser, ça veut dire que devant mes étudiants, je peux réutiliser. Donc je récupère une vidéo, je récupère une image, je récupère un texte, des slides, et je peux les réutiliser. Ça peut sembler encore une fois aller de soi, mais on a vu pendant Covid que ça a posé d'énormes problèmes.
D'ailleurs, soudainement, du jour au lendemain, les enseignants devaient se retrouver derrière une caméra en train de faire de la vidéoconférence. Et ça a coincé. Des collègues étaient là en train de se dire, bah oui, mais leur jeu de slides tout entier était ramassé de droite et de gauche, d'images et de vidéos prises sans demander des autorisations. Et même sans être un juriste, ils sentaient confusément qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc une chose, c'était de le faire dans la salle de TD, l'autre chose, c'était de le faire tout en étant filmé. Alors là, par exemple, je suis en train d'être filmé. D'accord, il vaut mieux que le matériel que je suis en train de diffuser soit un matériel sur lequel j'ai les droits. D'accord, parce que sinon, le jour où cette vidéo sera mise en distribution, il peut y avoir des problèmes. Et quand je dis il peut, c'est des choses qui arrivent. D'accord, il y a un phénomène qui s'appelle le copyright trolling, d'accord, qui est quelque chose qui arrive où une université ou un rectorat se retrouve à recevoir des lettres d'avocats ou des mails d'avocats qui disent, vous savez, là, à la minute 3:57 de telle vidéo, vous utilisez une image qui appartient à mon client, d'accord, et vous n'avez absolument pas obtenu les droits de diffuser cette image. Donc on commence par s'excuser et dire bah oui, je veux bien, on a fait une erreur, on l'enlève. Mais en fait l'avocat est insistant et dit non, vous nous devez de l'argent. D'accord, puisque finalement là il y avait des droits associés et vous nous devez. Alors le tarif actuellement c'est de l'ordre de 800 € pour une image, et ça peut être 3000 € pour une bande son, c'est-à-dire on met un petit peu de musique derrière pour décorer sa vidéo, et puis voilà, il y a 3000 € qui est réclamé. Et alors ça s'appelle du trolling parce qu'en fait on n'est jamais très sûr de si l'avocat représente vraiment le client ou si c'est juste quelque part des menaces et donc c'est compliqué dans la situation qui est là pour le rectorat de savoir s'il doit répondre ou ne pas répondre. Bref, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, on aimerait avoir le droit de réutilisation, c'est-à-dire, à un moment donné, un objet qui est en partage, c'est-à-dire qui est disponible sur le web, si je le prends et si moi-même je le rediffuse quelque part, j'ai le droit. Ok ? Ici, il y a d'autres. Sans ça, on a aussi, vous avez sans doute cette situation où chaque année, on reçoit en tant qu'enseignant un mail qui nous rappelle qu'il y a des accords et qu'il faut qu'on déclare quels sont les documents qu'on a photocopiés pour pouvoir payer la redevance, enfin, ce genre de choses-là. J'écris oui, bien entendu, il suffit de demander l'autorisation. C'est vrai que souvent, on voit quelque chose et on peut peut-être envoyer un mail pour dire est-ce que je peux utiliser ton matériel. C'est juste compliqué, long, et puis dans des relations de pays à pays, ça peut être parfois compliqué. On n'ose pas aller demander à quelqu'un d'important est-ce que je peux réutiliser ton matériel. D'accord, où on demande, on n'a pas de réponse, on est un petit peu déçu, enfin bon, c'est des choses comme ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée de demander, c'est toujours une bonne idée de demander, de dire à quelqu'un, tiens, je vais utiliser ton poly, d'accord, parce que ça permet d'établir un contact. Mais c'est juste de dire, il faudrait que ce soit automatique et qu'on dise, oui, bien sûr, je l'ai mis en partage, donc tu peux le prendre. Donc ça, c'est le deuxième R. Alors le troisième est le plus important. C'est celui qui n'existe pas dans le domaine de la recherche, c'est le droit de révision. Donc supposons que mes slides qui sont là, qui sont mis en partage, et ça je le vois parce que j'ai une licence, on reviendra sur les licences tout à l'heure, donc qui dit explicitement je mets en partage mes slides, mais en fait vous avez envie de les réutiliser mais pas tels quels. Vous avez envie d'en utiliser 5 ou 6, là, celle-là, mais pas tout le reste, parce qu'il y en a vraiment trop. Vous n'avez surtout pas envie de garder tout le reste. Et puis même sur ces 5 ou 6, vous avez envie de rajouter des commentaires, parce qu'il y a des spécificités, peut-être en Nouvelle-Calédonie, qui font que vous avez envie de travailler dessus. Donc le droit de révision, c'est ce droit-là. C'est le droit de reprendre des documents et de les modifier. C'est pas un droit systématique dans d'autres domaines. Par exemple, en recherche, ce serait pas raisonnable que je dise, vous pouvez prendre mon article de recherche et vous pouvez transformer mon théorème 4 qui deviendrait autre chose, d'accord, ou la preuve qui serait ailleurs. Enfin, ça poserait même des vrais problèmes à l'organisation de la recherche si on faisait comme ça. Donc, il y a des domaines où ça marche pas. Par contre, un enseignant ne peut pas juste, je sais pas si vous avez déjà essayé en tant qu'enseignant, de prendre un jeu de slides tout fait et de faire cours dessus. C'est horriblement inconfortable. On se dit, mais celui-là, je veux surtout pas en parler, quoi. Et puis, j'ai même pas sûr de ce qu'il voulait dire par là. Donc, quelque part, ce droit de retravailler, il est absolument essentiel à prendre.
Voilà. Et ça, celui-là, il est compliqué parce que là, quand je parlais qu'il y a des obstacles au partage, celui-là est le plus grand le plus grand souci. C'est-à-dire que des collègues sont prêts à partager, mais quand on leur dit qu'on va transformer leur cours, ils sont paniqués. Pensez à un prof de médecine, par exemple, qui est en train d'expliquer quelque chose. Il a très peur que quelqu'un reprenne son cours et transforme quelques petites choses et dise des choses qui seraient peut-être faux. D'accord ? Et pourtant, d'accord, c'est effectivement ce droit-là qui est un droit, finalement, qui vient dire « j'accepte de perdre le contrôle de mon cours ». D'accord ? Je mets en partage, mais je mets en partage, je n'ai pas à aller savoir exactement comment est-ce que ça a été pris ailleurs. Peut-être un petit exemple, là j'ai un bouquin que j'ai écrit et qui est un bouquin en Creative Commons, donc qui est aussi mis en partage, et les collègues chinois ont dit « est-ce qu'on peut le traduire ?» Donc je dis ouais, bien sûr, vous pouvez le prendre, vous avez le droit. C'est la licence que j'ai choisie vous permet de récupérer ça. Mais en réalité, ils l'ont traduit et je n'ai pas vraiment le moyen de savoir comment ils ont traduit mon chapitre sur les questions éthiques. D'ailleurs, on peut penser que peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait adhéré à tout ce que j'ai dit ou qu'ils n'avaient pas le droit de penser de la même manière. Est-ce que j'accepte de perdre le contrôle ? Ou est-ce que je dis non, toute personne qui réutilise mon matériel, je dois avoir un droit de regard et de regarder ce qui se passe ? Alors bien entendu, ça veut dire juste qu'ils ont mis Colin de la Higuera traduit et adapté par, et donc l'adaptation a pu effectivement changer les choses. Voilà, donc ça c'est un choix, mais c'est essentiel quand on partage en tant qu'enseignant, c'est essentiel d'être dans un système de partage dans lequel comme je viens de le dire, on accepte de perdre le contrôle. D'accord, ça c'est absolument important. Alors le 4e R, c'est remixer. C'est en fait à peu près la même chose que le 3e, c'est simplement je prends un cours, je prends un 2e cours et je mélange les 2 cours ensemble. D'accord, c'est quelque chose, j'ai envie de faire un travail sur lequel je vais utiliser plusieurs sources, je vais les mettre ensemble, je vais créer un nouveau cours en disant ce cours a été adapté à partir de ça, ça et ça. Voilà, donc ça semble aller, c'est juste un pas de plus par rapport au pas précédent. Il y a des questions un petit peu techniques qui se mettent en place, mais c'est ce qui effectivement permet un petit peu de collaborer. Et enfin, le 5e R, c'est de redistribuer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de recréer cette nouvelle ressource, qui soit par révision, soit par remixage. Il s'agit ensuite de la remettre en distribution. C'est-à-dire de pouvoir la mettre sur une page web, de l'envoyer par mail à des gens, dans le respect quand même des droits de l'auteur. C'est-à-dire, je vais quand même expliquer que ce cours est basé sur ou est une adaptation de, enfin il y a différentes formulations, mais j'ai le droit de remettre finalement la nouvelle version en circulation et il y aura donc les anciennes versions par l'auteur original peut-être, et puis la nouvelle VA version, celle que moi j'ai mis en distribution. Donc voilà, ça c'est les 5 R. Si on a compris ça, on a à peu près tout compris. J'ai presque envie de dire que sur tout l'exposé, le reste c'est comment est-ce que je fais techniquement pour mettre en œuvre ces 5 R. Il faut être convaincu qu'on a envie de le faire, ça c'est plus difficile, faut rentrer dans cette logique-là. Et puis il faut aussi se convaincre que c'est pas toujours facile de trouver autre chose. Donc, les 2 choses qu'on a envie de dire là-dessus, c'est que si on n'a pas des REL, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est la peur du partage, c'est-à-dire que sans REL, on ne sait pas très bien partager. Je ne sais pas quand je ramasse quelque chose sur le web, si j'ai le droit, si la personne ne va pas finalement me dire que j'avais pas le droit de l'utiliser. Sans les REL, en fait, les enseignants savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire. Donc, tant qu'on était dans une ère pré-Covid où finalement, pas grand-chose était sur le web, ça allait très bien. Vous utilisiez dans votre salle de TD ce que vous aviez trouvé, vous aviez fait quelques photocopies, quelques copier-coller, tout allait bien. Mais aujourd'hui, où il y a une caméra régulièrement qui vient pointer sur ce qu'on est en train de raconter, ça va plus du tout. Donc, on a besoin d'autres choses. Sans les REL, les enseignants sont supposés remplir des formulaires à la fin de l'année, donc garder trace de tout ce qu'ils ont photocopié. Je suis pas très sûr que ça se fasse beaucoup. Et puis surtout, quand vous faites des projets, dès qu'il y a une personne qui commence à questionner la légalité, tout s'arrête. D'accord, parce que finalement personne n'y comprend rien. C'est compliqué. Est-ce que j'ai le droit ? Il y a des gens qui vont parler d'exception pédagogique, sans vraiment très bien savoir que dans quel cas, et ils sont très très peu nombreux en France, les cas qui permettent d'appliquer l'exception pédagogique. Donc en fait, les choses se coincent très vite. C'est un peu comme pour le droit à l'image, c'est-à-dire que quelque part, on sent tous que c'est important.
On n'a pas tous une vraie conscience de quel est le texte, mais dès qu'il y a quelqu'un qui dit attention, là il y a peut-être un enjeu de droit à l'image, soudainement toutes les photos disparaissent et puis personne n'ose rien publier. Voilà, alors qu'il y a peut-être des protocoles qui permettent effectivement de faire des choses. Donc créer des nouvelles ressources est compliqué, et puis en fait on est toujours un petit peu coincé. Bon, alors conclusion personnelle, c'est, j'espère, d'accord, que c'est intéressant d'essayer d'appliquer les 5 R, même si ensuite il y a des gens qui sont plutôt sur une base intermédiaire, en train de se dire peut-être est-ce que je pourrais peut-être pas tout à fait appliquer les 5 R, ou peut-être est-ce que je peux faire, alors le terme c'est souvent semi-ouvert, est-ce que je pourrais être à moitié ouvert, un petit peu ouvert, un peu comme une porte qui serait une porte grande ouverte, une porte fermée, est-ce que je pourrais avoir la porte à moitié ouverte, et en fait ça c'est très difficile. Donc il y a eu des essais, je sais qu'au Canada il y a eu dans un État, je crois que c'était l'Alberta, ils avaient essayé de faire une licence que pour l'Alberta. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Alberta, tout le monde a le droit de réutiliser les ressources. Enfin, très vite, il y avait des gens qui étaient à la frontière de l'Alberta et puis l'État d'à côté, et ils coinçaient parce qu'ils avaient envie de partager aussi avec les gens d'à côté, mais ils n'avaient pas le droit. D'accord ? À Nantes Université, c'était un peu la même chose. Quand on s'est lancé dans ces questions de REL, il y a eu la tentation de se dire, bon, en fait, on va partager, mais avec les partenaires de l'université. Sauf que les partenaires de l'université ont aussi des partenaires qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Et donc là, soudainement, on recoinçait de tous les côtés. Donc on ne sait pas faire, quoi, cette notion de dire je ne partage qu'avec les gens qui sont proches. On ne sait juste pas faire. Voilà, les essais qui sont là. Alors, on ne sait pas faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée de dire je partage, mais avec sous conditions. C'est simplement qu'à un moment donné, ces conditions, elles vont vous retomber dessus. C'est-à-dire qu'il va bien falloir trouver le moyen de décider si les conditions sont remplies ou pas. Voilà, donc il y a encore plein d'obstacles. Il faut bien comprendre un truc, c'est que les gens qui aujourd'hui mettent sur leur page web leur polycopier ou leur support de cours ou des choses comme ça, ont l'impression d'être en train de partager, mais en réalité, s'il n'y a pas de licence, c'est la même chose que s'il y avait une licence tout droit réservé. Okay, la loi internationale, donc c'est pas que la France, la loi internationale, alors ça date d'un ancien traité, le traité de Bâle, je crois, en Suisse, d'accord, qui dit ça, c'est si les gens ont oublié ou n'ont pas mis de licence, on peut pas se dire si c'est à personne, c'est à moi, d'accord, ça veut dire que non, que cet objet-là, il est à cette personne-là, et il faut pour pouvoir en fait finalement bénéficier des 5 R, il faut demander à cette personne l'autorisation de pouvoir récupérer son matériel, travailler dessus, modifier, etc. etc. Alors il y a plein d'obstacles dans ces idées-là. On se met à partager, on met une licence parfois sur le site tout entier, puis ensuite parfois il va y avoir des licences sur chacune des ressources séparément, et c'est pas les mêmes licences, donc ça rend vraiment le paysage très compliqué. Et il n'y a aucune raison de penser que la licence de la ressource l'emporte sur la licence du site. En théorie, oui, mais en réalité, on n'a pas vraiment de jurisprudence là-dessus. Quand vous cherchez, vous pouvez chercher longtemps la licence sans la trouver. J'étais sur le site de l'UNESCO il y a 2 jours où j'ai publié un article un peu sur ce sujet et je ne trouvais pas la licence. Et donc là, on est en train de leur demander mais où est la licence ? Et d'après l'UNESCO, elle est cachée quelque part, mais ça ne sert à rien si la licence est quelque part. Voilà, donc il y a toutes sortes d'enjeux qui vont avec, mais on garde en tête cette question des 5 R. Alors comme j'ai beaucoup parlé des licences, et justement, allons-y, parlons-en. Donc l'outil numéro 1 qui est utilisé dans le monde pour partager, c'est la licence Creative Commons. Donc la licence Creative Commons, c'est... non, il n'est pas, je suis justement sur celui-là. C'est cet objet qui est ici en bas. Et donc ça a été inventé il y a déjà une vingtaine d'années, même en 2001, pour justement un peu réguler, pour aider les gens qui avaient envie de partager, qui vise à dire je veux bien partager, il y a quand même des droits quelque part qui doivent être respectés, et donc il y a différents types de licences ou différentes clauses de licence qui vont donner plus ou moins de droits à la personne qui partage, et donc plus ou moins d'obligations à la personne qui récupère. Donc là, il y a un petit diagramme qu'on retrouve sur le site Creative Commons, mais je vais rentrer dedans pour essayer d'expliquer les différents pictogrammes qu'on va trouver là-dedans. Donc elles sont assez simples à utiliser, même si ensuite elles proviennent du droit anglo-saxon.
Et donc, il y a quand même toujours des gens pour critiquer, pour dire oui, mais le droit français est un petit peu différent. En réalité, elle marche très bien en France aussi. D'accord ? Mais bon, s'il y a des juristes, il y aura des juristes pour dire non, c'est très différent, notre situation n'est pas du tout la même. Donc, elles ont été traduites en français, donc on peut les trouver en français quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, on va trouver comme premier pictogramme, on va trouver le CC qui veut juste dire Creative Commons, d'accord ? Et puis le BY qui est ici là-haut, d'accord ? Et le CC BY, donc BY veut dire par, ça veut dire que à partir du moment où je mets le BY, ça veut dire qu'il y a un auteur et que cet auteur, il doit suivre la licence. C'est-à-dire que toute personne qui va récupérer ce contenu pour en faire ce qu'il veut, pour le partager, le remixer, le redistribuer, etc., ne peut pas soudainement dire j'enlève le nom de l'auteur et je mets le mien. Ou j'enlève le nom de l'auteur et je mets rien. Donc ça vaut aussi pour des images. C'est-à-dire que si je prends une image que je trouve qui sera très très bien pour décorer mon site web, s'il y a un CC BY et puis le nom du photographe ou le nom du site web sur lequel c'est installé, je récupère tout ça et puis je le mets. D'accord, ça semble à peu près raisonnable. C'est un peu plus compliqué techniquement. Il faut réussir à faire son copier-coller. Parfois, il y a des liens, des choses comme ça. Mais bon, on a envie de citer. Donc voilà. Donc là, nous, plutôt que de mettre CC BY Colin de la Higuera, j'ai mis CC BY Cher UNESCO Relia. Voilà, je peux choisir entre le nom d'une personne ou le nom du groupe, de l'entité qui est en train de produire ce genre de choses. Donc ça, c'est, on va dire, un petit peu la licence de base, c'est la CC BY. D'accord ? C'est celle où je dis, très bien, et puis maintenant, tout le reste, débrouillez-vous. Mais je peux quand même rajouter des restrictions. Donc une des restrictions traditionnelles, c'est celle-là, c'est le petit dollar qui est barré ici, c'est le NC. NC veut dire non commercial. Donc non commercial, c'est l'idée que personne ne peut prendre la ressource et se mettre à la revendre. D'accord ? Donc, par exemple, vous pouvez pas vous dire tiens, ce bouquin il est génial, je vais juste maintenant continuer à l'appeler le bouquin de Colin de la Higuera, mais je vais le mettre en vente. Donc si j'avais utilisé une licence NC, les gens n'auraient pas le droit de le faire. Là, j'ai jugé que c'était inutile parce que je vois vraiment pas l'intérêt de quelqu'un qui se mettrait à vendre quelque chose qui est disponible gratuitement. D'accord ? Mais il peut y avoir des situations où, par exemple, une boîte privée pourrait faire une formation basée sur votre cours, récupérer votre poly, d'accord, et puis se mettre à le vendre. Donc, en théorie, il n'a pas le droit de faire ça. Alors, par contre, et c'est là où ce que j'ai écrit, c'est une université privée peut néanmoins faire payer pour assister au cours et parmi les documents qu'elle met à disposition, mettre à disposition votre document. Okay, donc à condition qu'elle ne fasse pas payer explicitement pour votre document, elle peut s'en servir. Mais on sait qu'en métropole, typiquement en médecine, il y a des boîtes de préparation en médecine au concours de première année qui vont effectivement mettre en vente des documents qui ont été juste repris sur les documents qui ont été faits par l'université à côté. Donc c'est une façon de dire ça, vous ne pouvez pas le faire. Alors ça, c'est quelque chose qui rassure énormément les gens. C'est-à-dire qu'on est tous en train de travailler à l'université. Quelque part, ça semble irritant que quelqu'un vienne gagner de l'argent sur son travail alors qu'on a mis quelque chose en partage. Voilà. Donc on peut mettre la licence NC. J'expliquerai pourquoi moi je la mets pas, mais je l'expliquerai après. La deuxième clause, c'est la clause SA. SA veut dire en anglais share alike, partager de la même façon. C'est le genre de clause qui est sur les pages Wikipédia. D'accord ? SA veut dire que vous ne pouvez pas prendre une ressource et changer la licence. D'accord ? Il y a une licence, vous devez respecter cette licence. Éventuellement, moi, en partageant avec CC BY, quelqu'un peut récupérer et puis décider de repartager le fruit de sa modification avec une licence qui serait NC. D'ailleurs, si je mettais SA, je dirais non, tu n'as pas le droit de changer la licence qui va là. Donc ça aussi, ça rassure beaucoup et puis c'est souvent vu comme un acte militant. C'est-à-dire, je tiens à ce que ma licence devienne virale. D'accord ? C'est-à-dire que quelque part, la personne suivante n'a pas d'autre choix que de rester là-dedans. C'est pour ça que Wikipédia, qui est plutôt en position de force, va mettre ça. On peut associer les deux. Je peux mettre du NC-SA. Il me semble que c'est ce que Nantes Université a choisi, c'était de proposer que ce soit NCSA qui soit la chose, qui veut aussi dire vous ne pouvez pas mettre en vente et puis en plus vous ne pouvez pas changer la licence.
Et le troisième petit pictogramme qui existe, c'est un pictogramme qui existe historiquement parce qu'il s'était fait au début. C'était ND qui veut dire non dérivable. Non dérivable, c'est en fait c'est celui qui dit vous pouvez prendre ma ressource, mon image, ma vidéo, mon cours, mais vous n'avez le droit de rien changer. Donc en gros, je suis en opposition complète avec le troisième R. Puisque je suis en train de dire, vous n'avez pas le droit de changer. Et là, effectivement, on sent qu'il y a le prof de, le prof de médecine, par exemple, qui sera très rassuré en utilisant la licence ND, qui lui permet de dire, personne n'a le droit ensuite de venir rechanger des choses et utiliser mon travail pour peut-être démontrer le contraire de ce que je veux démontrer. Donc ça semble une bonne idée, sauf que ça coince par rapport au troisième R, et ce troisième R, il pose un problème, parce qu'on y tient. C'est-à-dire un enseignant, si on me dit, voilà, c'est du matériel ND, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le modifier pour pouvoir faire cours. Donc c'est pas terrible. Il y a un cas plus embêtant encore, c'est que quand on fait une traduction, ça s'apparente à une dérivation. Donc si je décide de faire un cours en anglais avec la licence ND, personne ne peut aller reprendre ça et le retraduire en français. Enfin, s'ils peuvent. Ils peuvent demander l'autorisation. On revient dans les conditions habituelles de partage. Okay, donc voilà pourquoi, en fait, c'est des choses qui sont plus recommandées. Et aujourd'hui, même si la licence existe, parce que elle a toujours existé chez Creative Commons, elle est réputée non ouverte. C'est-à-dire que les gens qui utilisent du ND ne sont pas en train de créer des ressources éducatives ouvertes ou libres, d'accord, puisque justement ce droit-là est enfreint. Alors avant de récapituler, peut-être quand même dire qu'il en existe une dernière, c'est les licences CC0. Alors la CC0, elle est rarement utilisée sur des cours ou sur des vidéos. Elle est parfois utilisée sur des images. C'est en fait, on dit, mon image qui est là, moi je me suis contenté de prendre la photo, j'ai aucun talent artistique, j'ai rien fait de particulier, donc prenez-la et réutilisez ça. En fait, je la mets dans le domaine public. Donc les règles du domaine public existent. Je vous rappelle, un document est réputé dans le domaine public à partir du moment où il a été conçu il y a plus de 70 ans depuis la mort de l'auteur. Donc ça fait quand même des choses anciennes. Donc on trouve quand même des textes du 19e, du 18e, enfin des textes un peu anciens vont être dans le domaine public sur lequel on n'a plus l'obligation de demander à qui que ce soit. Et on peut mettre dans le domaine public quelque chose plus rapidement juste en mettant une licence CC0 dessus. Alors bien sûr, je n'ai le droit de mettre une licence CC0 que sur des objets qui m'appartiennent. C'est-à-dire que c'est moi qui ai créé, j'ai pris une photo hier et je la mets sur le web et je peux la mettre en CC0. Alors pour en savoir plus un petit peu sur ces questions de copyright et de comment on peut faire là-dessus, il y a des cours en ligne. Donc il y en a un qui a été traduit en français et qui a été fait par un collègue en Nouvelle-Zélande, qu'on va trouver ici, le LIDA 103, qui a été traduit par l'UNESCO et par l'ICDE et par d'autres. Et nous, à Nantes, on a fait un jeu open game, donc un jeu dans lequel les gens peuvent jouer et essayer de comprendre comment fonctionnent les licences. Deux petites remarques sur ces questions de licence. J'aurais envie de dire, si vous avez des questions, vous interrompez, vous n'êtes pas obligé, surtout si c'est des questions techniques sur ces questions de licence, allez-y. Donc la première remarque, c'est que pour moi, une licence, c'est d'abord et avant tout un geste de bonne volonté. C'est-à-dire, je mets cette licence qui est là, qui est de dire, mon intention est de partager. Si je n'y arrive pas, parce que j'ai coincé un petit peu le système, venez me voir, parce que de toute façon, je suis en train de dire, j'ai mis mon matériel en partage, je cherche à partager. Par exemple, les slides qui sont là ont été faits par un logiciel qui n'est pas un logiciel libre, qui s'appelle PowerPoint. D'accord ? Donc peut-être que je vais mettre en partage, plutôt que le PowerPoint, je vais mettre en partage le PDF. Mais là, si vous réfléchissez un peu, un PDF, c'est pas le genre de choses qu'on peut transformer comme ça. Donc mon PDF, en quelque sorte, techniquement, il est en contradiction avec le troisième R. Alors c'est simplement plus facile de mettre en partage un PDF que de mettre en partage un PowerPoint. Mais le fait que je mette cette licence, c'est une manière de dire, tu sais, mon intention était de partager, je l'ai explicitement mis là-dedans, et là, oui, venez me voir, envoyez-moi un mail et je vous envoie le PowerPoint, je le retrouve.
Okay. Donc, on n'est pas tous des spécialistes, on ne peut pas tous avoir un site web qui nous permet de dire tiens, je mets en partage à la fois la version PowerPoint, la version PDF, peut-être la version Open Document pour avoir une version Open. Enfin, on ne peut pas tous passer notre temps à faire ça. Donc la licence, c'est une preuve de bonne foi, c'est une preuve de dire je cherche à partager, d'accord, et ensuite venez me voir si vous avez un souci avec quelque chose. Ça c'est la première. Alors donc la deuxième, c'est un peu dans le même esprit, le fait que je choisisse une licence CC BY qui est la plus permissive parmi les licences, sauf la CC0, d'accord. Donc c'est la plus permissive, celle où je donne le plus de droits. C'est parce que je pars du principe qu'une personne peut avoir envie de remixer, de remélanger. Et si on commence à mettre des CC BY S1 et puis des CC BY NCS1, vous avez des enjeux sur lesquels il y a même des thèses de doctorat qui sont en train de s'écrire pour savoir quelles licences sont compatibles avec quelle autre. Okay, donc la CC BY, elle est totalement compatible avec toutes les licences puisqu'elle elle met pas plus de conditions que ça. Par contre, d'autres licences, d'autres licences commencent à entraîner des problèmes de compatibilité entre les licences. Donc c'est un peu ça la raison que j'invoque pour dire je n'ai pas envie de m'embêter. Et puis même si je vais plus loin, par exemple sur la licence CC BY NC, est-ce que ça me choque si quelque part, en Afrique, il y a quelqu'un qui monte une petite académie, un petit truc où il est en train de chercher à expliquer l'IA dans son quartier et gagner un peu d'argent avec? En réalité, ça me choque pas du tout. Je suis pas en train de dire non, attends, t'as pas le droit parce que je veux pas que qui que ce soit gagne de l'argent avec. D'accord. Bon, mais ça devient des choses assez personnelles. Hein. Quand on se met à partager, on doit se poser ces questions-là. Souvent, c'est un parcours. Souvent, on commence par partager en mettant beaucoup de clauses pour dire attention, je veux pas qu'on change les choses, je veux pas qu'on gagne de l'argent, je veux que ce soit exactement la même licence. C'est-à-dire que finalement, on dit je veux garder un maximum de contrôle. Et puis, petit à petit, on reçoit des mails de gens et on se rend compte qu'on a mis des problèmes en partageant comme ça. Et donc, on s'habitue à prendre des licences de plus en plus simples. Ouais, vas-y. Alors, techniquement, il y a deux manières, enfin il y a plusieurs. Il y a ce que moi je fais et au moment où je le fais, je vais juste mettre ça. Je peux le mettre au niveau du document tout entier ou je peux le mettre sur chaque slide. Comme j'en parle, je préfère en mettre sur chaque slide. Mais je suis pas obligé, je pourrais le mettre une seule fois sur tout le document. Techniquement, je peux aussi le déclarer chez Creative Commons. C'est-à-dire au moment où je le mets, je peux dire à Creative Commons, tiens, ça y est, je l'ai déclaré là. En réalité, la protection, elle est surtout assurée par. Donc, c'est pas un système de type. Comment on appelle ça? Bon, la protection, elle est assurée par l'ouverture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je diffuse mon document, où il est accessible quelque part en ligne, c'est juste quelqu'un d'autre qui va arriver, il va arriver derrière. Je vais pouvoir expliquer. Attends, ça fait un moment que c'est là. D'accord? Et c'est pas caché au fin fond d'un site web, c'est sur un site web très visible. Voilà. Mais on peut aller effectivement avoir la démarche de le déclarer chez Creative Commons. Maintenant, ça ne résout pas un problème qui est le problème de ce qu'on peut appeler parfois la découvrabilité. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai mis une licence que d'un seul coup, le monde entier voit mon truc. À un moment donné, à Nantes Université, j'étais pas très content parce qu'on avait un site pour déposer les ressources, sauf qu'ils avaient fait en sorte que le site soit interdit aux robots. D'accord ? Donc en fait, il était indécouvrable. Donc les objets, les cours qu'on mettait ou les ressources qu'on mettait, personne ne pouvait les découvrir. C'est pas parce que vous ouvrez, que vous mettez la licence, que soudainement, tout le monde va le voir et tout le monde va pouvoir y avoir accéder. Là, il y a ensuite d'autres questions qui sont des questions de communication, des questions de politique d'établissement ou de politique de structure. Si vous êtes dans le secondaire, par exemple, ou dans le primaire, le ministère de l'Éducation nationale a un truc qui s'appelle la Forge des communs, sur lequel on est capable d'aller poser des choses. D'accord ? Et ils ont fait un espace pour justement commencer à encourager le partage. D'autres questions sur ça? Non.
Ok, alors je reprends mon petit truc là. Alors je vais peut-être faire celui-là, paf, comme ça. Donc, ouais, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas. Peut-être qu'il vaut mieux faire ça d'abord. Voilà, comment convaincre. Donc le comment convaincre, c'est ce que je fais là ici. C'est-à-dire que si on a envie de convaincre les gens de faire les REL, de s'y mettre, eh ben il faut convaincre. Donc premièrement, dire que sur la chaire UNESCO, nous avons mis des ressources à la fois pour convaincre et pour s'y mettre. Il y a d'autres ressources, il y a plein de ressources en langue anglaise. Alors pourquoi en langue anglaise et pourquoi moins en langue française? En langue anglaise, parce qu'il y a un modèle économique qui tient la route. Aux États-Unis en particulier, les bouquins, les textbooks, les bouquins de classe, coûtent très cher. Et les étudiants, pour accéder à l'université, pour accéder à leurs études, doivent payer beaucoup d'argent. Et beaucoup de familles n'ont finalement pas accès aux études supérieures à cause du prix des bouquins. En plus, les profs américains, eux, ils tiennent absolument à ce que les jeunes aient des bouquins. En France, et j'imagine, je ne sais pas d'ailleurs comment vous faites ici, vous allez me le dire, mais en France métropolitaine, les bouquins sont à peu près gratuits. Quand vous êtes à l'école primaire, c'est pris en charge par les mairies. Quand vous êtes à l'école, au collège, c'est pris en charge par les conseils généraux. Quand vous êtes au lycée, c'est pris en charge par la région. Donc les familles n'achètent jamais de bouquins. Et à l'université, les bibliothèques universitaires ont plutôt beaucoup d'argent. Elles ont de l'argent, et donc il y a quand même pas mal de bouquins. Donc les familles n'ont pas, en fait, le prix des bouquins n'est pas un frein à l'accès à l'éducation. Mais là où ça l'est, c'est aux États-Unis. Donc ça signifie que il y a assez logiquement une demande des familles, des étudiants, et donc ensuite des pouvoirs publics, pour dire, mais attendez, il faut résoudre ça, c'est dommage que les gens n'aient pas accès à l'éducation. Et donc, il y a un modèle économique qui pousse à ce que les gens fassent des REL. Ce qui veut aussi dire, derrière, qu'il y a un développement de REL, il y a beaucoup de REL qui sont produites, etc., etc. Donc nous, on est un petit peu en retard là-dessus. Bon, alors néanmoins, à la chaire UNESCO, on s'est mis à construire des ressources, on peut en trouver ici. Et le but de ça, alors ça c'est un slide, je l'ai fait ce matin, donc je ne vais pas avoir grand-chose, c'était de dire qu'il y a des ressources qui servent pour convaincre de l'intérêt des REL. Donc de l'intérêt, c'est des exposés, mais c'est aussi des jeux. Donc on fait des jeux qui visent à ce que les gens se rendent compte que développer les REL, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, rappeler, et ça on le verra sur un autre slide dans un instant, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France et à l'international qui promeuvent les REL. Donc le ministère de l'Éducation nationale ont la forge des communs. Je peux peut-être faire une parenthèse. Le mot choisi par le ministère, c'est souvent les communs, plus que le mot REL. D'accord ? Les communs, c'est je mets en commun, mais finalement je mets en commun avec une licence ouverte, donc on va retrouver les mêmes enjeux de licence. Le terme est légèrement différent. Alors pourquoi ? Dans la REL, je regarde le point de vue d'une ressource qui a été conçue par un auteur, par un enseignant qui crée quelque chose. Lorsqu'on regarde la notion de commun, on est plus en train de regarder la notion d'un objet, là aussi d'un cours, qui quelque part a été créé et qui maintenant est géré, co-géré par la communauté. D'accord ? Et donc c'est plus la communauté qui prime. Donc le ministère a envie plus de mettre en avant la communauté. Moi, j'ai plus encore envie de dire, il y a un travail des auteurs, des enseignants quand ils créent des REL. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut apprendre à la fois comment fonctionnent les licences Creative Commons et comment fabriquer sa première REL. Donc désolé, ça c'est allé un peu vite. Et donc, parmi les arguments, en mars 2025, cette année, on a écrit une série d'articles, 25 articles en 7 langues et sur 3 blogs, pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les REL c'était bien. Donc un certain nombre des arguments, je les ai prononcés ici, mais il y en a d'autres. Donc on peut le trouver sur le blog de la chaire. Alors le logo était en anglais parce qu'on l'a fait effectivement en 7 langues, mais on l'a aussi publié donc en anglais, en allemand, en italien, enfin il y a toute une série de langues. Et voilà quelques-unes des raisons qu'on va retrouver, et sur lesquelles je peux peut-être dire quelques mots, pour lesquelles on a envie de promouvoir soit les REL, soit l'éducation ouverte. Donc la raison numéro 1, c'est pour permettre la localisation et la traduction. Donc tout à l'heure, j'ai dit que quelque part, on peut réadapter. Si on passe d'une langue à une autre, la réadaptation, elle va aller
plus loin. Il n'y a pas que l'exemple de la Chine que j'ai donné tout à l'heure. Il peut y avoir vraiment des exemples de territoires, des exemples qui ont beaucoup plus de sens quelque part. Et donc, c'est ce qu'on appelle la localisation. Quand à l'UNESCO, on discute de ce genre de questions-là, il y a beaucoup de pays au monde qui disent, en fait, c'est pas juste, ne nous donnez pas des livres, d'accord, il faut qu'on puisse les adapter. On n'a pas envie de récupérer vos biais et votre culture telle qu'elle. On a besoin de pouvoir réécrire les choses. Donc ça, c'est la première raison qui était là. Promouvoir la qualité. On est persuadé aussi que la qualité peut être promue à travers les REL. Accéder à une connaissance variée, ça nous a été souvent donné par des étudiants. Donc des étudiants qui disent j'ai un prof, il m'explique son point de vue sur tel ou tel sujet, mais on est certain qu'il y a d'autres points de vue à avoir. Est-ce qu'on peut avoir accès aux autres points de vue? Donc là aussi, les REL sont une façon d'avoir accès à d'autres points de vue. Répondre rapidement aux changements technologiques. Donc ça, c'est l'exemple de ce bouquin qui est sur l'IA. Si vous regardez un peu les catalogues des grands éditeurs, des bouquins sur l'IA, il n'y en a pas des masses. Parce que c'est un peu risqué de sortir des bouquins sur l'IA avec une IA qui bouge très vite. Donc, quelque part, dans des systèmes dans lesquels la technologie va très vite, donc typiquement l'intelligence artificielle, on a plus intérêt à compter sur des partages entre pairs qu'à compter sur des ressources qui arriveraient de tout en haut. Donc, c'est encore un argument en faveur des REL. Encourager l'autonomie. On est persuadé aussi que donner à l'enseignant la capacité d'avoir l'accès à plusieurs REL possibles pour que finalement les choix puissent se faire à partir de ce moment-là. Développer le jugement évaluatif. Alors, qu'est-ce que c'est que le jugement évaluatif? C'est un terme que j'ai adapté de l'anglais et qui veut aussi dire la pensée critique. D'ailleurs, on est tous aujourd'hui, ou depuis en tout cas l'arrivée de l'IA, en train de dire qu'il faut qu'on mette de la pensée critique de tous les côtés. Mais là aussi, donner accès à une variété de sources, donner accès à une variété de connaissances, ça doit aller dans le sens de développer la pensée critique. Alors, des choses encore liées à l'IA, comme différencier le vrai du faux dans l'éducation, avoir accès à des ressources avec... Alors là, il y aura des questions à se poser. C'est d'où vient la ressource, qui est la personne qui l'a faite. Enfin, il y a d'autres questions, on n'a pas tout résolu. Moi, je ne vous les fais pas toutes. Là, c'est juste qu'il y en a 12. Et puis là, ensuite, on en a encore d'autres jusqu'à 23. Donc ça, c'était une opération qui a été faite, c'était assez amusant, ça a été fait en mars, j'ai dit, en février, j'avais écrit à des collègues un petit peu partout dans le monde en train de dire, tiens, il y a la semaine de l'éducation ouverte qui a lieu chaque année au mois de mars, est-ce qu'on peut profiter de cette semaine pour justement écrire une série d'articles pour justement parler de ce genre de choses-là, quelles sont les bonnes raisons? Et la communauté internationale a très vite réagi positivement en train de dire, oui, moi je veux bien, et donc moi je prends cette raison-là, moi je prends cette raison-là, moi je prends un peu cette raison-là, et donc on a réussi grâce à ça à avoir cette belle collection. Alors, je continue un petit peu. Alors, on a fait quoi? On a traité des licences Creative Commons, on a traité des 5 R, un tout petit peu des 23 bonnes raisons, de comment convaincre. Il m'en reste 3. Donc, les grands acteurs de l'éducation ouverte. Donc j'en ai parlé. L'UNESCO a vraiment pris ce sujet comme étant un sujet important. L'éducation dans le monde, aujourd'hui, les 2 grands sujets pour l'UNESCO, enfin 3 j'ai envie de dire. Le premier grand sujet, c'est le manque d'enseignants. Je crois qu'on les calcule, il manque 68 millions d'enseignants dans le monde. Donc les REL vont pas aider à faire ça. Les REL vont permettre à des enseignants au moins de pouvoir avoir accès à des documents pour pouvoir faire cours. Mais enfin, on va pas créer comme ça des enseignants. Le deuxième grand enjeu donc pour l'UNESCO, c'est effectivement le partage des connaissances. Et le troisième grand enjeu est un enjeu assez intéressant, c'est qu'il faut absolument que la question de l'éducation, ce qu'on appelle les futurs de l'éducation, soit discutée en particulier par les jeunes. D'accord. Un des grands problèmes de l'éducation, c'est que vous avez une réunion UNESCO, c'est toujours des gens de mon âge qui sont en train de discuter de l'éducation. Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut absolument réussir à ce que les jeunes s'y mettent. C'est aussi pour ça qu'on avait fait le genre de groupe de parole, comme le groupe de parole que j'ai mis un petit peu en avant au début. Voilà, et donc l'UNESCO fournit différents types d'objets normatifs pour pouvoir, instruments normatifs pour pouvoir avancer, des conventions, des recommandations, des déclarations. Et les recommandations, c'est un objet qui est
pas signé, d'accord, c'est en fait adopté à l'unanimité et donc sans vote. C'est juste, on a suffisamment discuté pour que tout le monde soit d'accord par l'Assemblée générale d'UNESCO. L'Assemblée générale d'UNESCO se réunit tous les 2 ans. La prochaine fois, ça va être en novembre de cette année. Et donc, il y a un document qui a été préparé, qui a passé un nombre d'étapes assez considérable pour être sûr que le jour J, il n'y ait personne qui dit « je m'y oppose » parce que ce serait un petit peu gênant. Et donc là, la recommandation sur les REL a été préparée pendant 2-3 ans pour aboutir à 2019. Et bon, elle dit un certain nombre de choses que j'ai pas envie de lire ça, mais j'ai envie de choisir un extrait que je dois pouvoir trouver là. Alors, où est-ce que je le trouve ? Donc la définition, voilà, qu'on peut lire quand même. Les ressources éducatives libres sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche. Donc la recherche est incluse sur tout format ou support. On pense quand même que le numérique est important. Relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, qui autorise leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuite par d'autres. Donc c'est à peu près clair, c'est ce dont on était en train de parler jusque-là. Et on utilise une licence ouverte, qui est une licence qui respecte les droits de propriété intellectuelle, c'est la fameuse partie bail dont on parlait à chaque fois, et accorde au public des autorisations de consulter, de réutiliser, d'utiliser à d'autres fins, c'est l'adaptation, de l'adapter et de la redistribuer les matériels éducatifs. Voilà, donc là, il y a toute une liste de toutes les parties prenantes qui peuvent être intéressées par ce genre de choses-là. Donc ça veut dire que la France a signé ça. C'est-à-dire que France, en théorie, encourage à ce que les enseignants diffusent. Et dans les faits, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau du ministère de l'Éducation nationale et au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, quand on a un ministre, d'ailleurs, c'est pas toujours le cas, d'ailleurs, mais ou quand on a 2 ministres, d'ailleurs, parfois on en a 2 et pas un, et ben en fait il y a quand même des gens qui essayent de mettre en œuvre cette recommandation. L'UNESCO ne peut obliger personne. Ce que l'UNESCO fait, c'est de temps en temps, elle s'adresse aux États membres pour dire dites-nous où vous en êtes. Puis là, ensuite, ça c'est la panique, c'est le moment où soudainement il se passe des choses, il se met en place des groupes de travail pour pouvoir répondre à l'UNESCO. Si, nous sommes de bons élèves, nous avons avancé, nous avons fait plein de choses. Alors, il existe aussi des organismes internationaux comme l'Open Education Consortium qui vise depuis là plus de 20 ans maintenant à animer la communauté internationale. Mais enfin, il y a d'autres grands organismes internationaux qui essayent de faire travailler ensemble pour que ce type de programme fonctionne. Alors, je vais faire un tout petit peu de pub pour Nantes Université, pour ma propre université. Donc, nous avons une présidente qui est elle-même juriste et spécialiste des licences Creative Commons avant de devenir présidente. Et donc, depuis maintenant 2020, d'accord. Ensuite, depuis qu'elle a été élue et ensuite très vite c'est devenu au programme, l'ouverture est devenue un sujet de préoccupation majeur pour l'université qui s'affiche comme étant ouvert à la fois sur la science ouverte. Donc la science ouverte, c'est là aussi l'open access pour toute la partie création d'articles scientifiques, mais aussi différentes autres façons de faire de la science. De l'innovation ouverte, donc là aussi, essayer d'innover avec des objets qui peuvent être repris en partage, donc ça rejoint des problématiques de Fab Lab par exemple. Démocratie ouverte, donc, et puis éducation ouverte. Donc on a mis ça en avant, donc on est peut-être l'université en France un peu visible là-dessus, et avec la création depuis 1 an d'un objet qui s'appelle la Fabrique REL, qui est un objet, c'est un groupe avec des recrutements quand même pour aller avec, pour accompagner les enseignants. Parce que malgré tout, vous êtes enseignant, vous êtes convaincu peut-être par ce que je viens de dire, mais le passage à l'acte n'est toujours pas si simple que ça. C'est-à-dire quelque part, comment est-ce que je prends mon polycopier et puis je le retravaille pour le remettre en partage Urbi et Orbi, et comment est-ce qu'ensuite je le mets quelque part pour que ce soit visible de l'extérieur, parce que si j'ai plus de page web où déposer ça, ou si la seule chose que je peux faire ça, c'est en faire un Google document, c'est un petit peu dommage. Okay. Donc voilà, donc là on a une politique qui s'est mise en place et qui fonctionne avec ça. Je sais que on avait prévu avec Karine qui a disparu, mais avec Karine on avait prévu d'en reparler.
Donc en France, j'ai dit, le ministère de l'Éducation nationale a une vraie politique sur ces questions, avec quelqu'un, s'il y a des gens du secondaire ici, ont dû voir passer sur LinkedIn quelqu'un de très actif qui s'appelle Alexis Kaufmann, et qui a publié énormément de choses, et qui s'occupe beaucoup du logiciel libre. C'est quelqu'un qui a été le patron de Framadat et de Framasoft, enfin de toute la suite Frama à une époque donnée. Et donc là, aujourd'hui, qui travaille pour le ministère pour justement permettre d'aller vers des politiques de partage. Donc il y a des choses qui se passent. Et donc, comme je le disais, pour différentes raisons, c'est le terme commun qui a été choisi. À noter qu'il y a eu un cas intéressant en métropole au mois d'août, où l'Académie de Paris a décidé de proposer de proposer aux parents non pas l'accès à des bouquins, mais l'accès à des ressources. C'est-à-dire, il a fait une plateforme de ressources. Alors, ils n'ont pas utilisé le terme ressources éducatives libres, mais enfin, c'était des ressources libres pour avoir le droit de les partager. Et elles étaient mises en partage avec plusieurs idées derrière la tête. L'une, c'était de diminuer le coût, parce qu'il y a quand même un coût assez grand à acheter les manuels tout le temps par les régions. Et le deuxième, c'est d'aller vers justement le rôle de l'IA. C'est-à-dire que quand vous avez du papier, vous avez du papier, vous en faites pas grand-chose. Si vous êtes en train de construire des ressources éducatives, à un moment donné, vous pouvez faire tourner de l'IA là-dessus pour que l'IA finalement réponde aux questions des enseignants ou des élèves en s'inspirant des bouquins que vous avez recommandés. C'est-à-dire de ceux que vous avez mis dans la collection. Donc ça va un petit peu dans cette direction-là. Alors ça a été fait à Paris, mais pour tout dire, c'est controversé. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu bien entendu des gens qui étaient très pour, mais il y a eu des gens très contre, en particulier plutôt du côté du ministère de la Culture, qui là, immédiatement, se sont émus en train de dire « Mais non, les livres de texte, enfin les livres papier, il faut les conserver absolument. C'est absolument, enfin c'est une horreur, ce genre de choses-là. Il n'y a plus la qualité qu'il y avait avant. » Enfin, c'est des débats qui existent systématiquement. Alors dans le SUP, il y a aussi des choses qui se sont mises en place. Donc il y a quelque chose qui s'appelle Coréal. Alors je ne sais plus ce que veut dire Coréal, mais c'est un ensemble de groupes de travail qui réfléchit un petit peu à l'avenir de l'université et ce qu'ils appellent la mesure 9. Elle cherche là aussi à mettre en œuvre des systèmes qui vont permettre au SUP de créer et de partager des REL. Donc il y a vraiment des questions. Quelles sont les plateformes? Comment encourager les enseignants à le faire? Comment prendre en compte ça, y compris dans les carrières? C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. C'est-à-dire comment faire en sorte que quelqu'un qui met en partage, même s'il l'a fait généreusement, mais que quelque part, en fait, il puisse dire si, moi regardez, moi j'y mets en partage un cours et il y a plein de gens qui sont en train de s'en servir. Donc peut-être est-ce que c'est pas si mal que ça sur mon CV pour ma carrière. Donc ça, c'est des sujets qui sont en train d'être regardés au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Donc on voit quand même en France et à l'étranger pas mal d'acteurs, d'accord, qui ont des points de vue convergents, ou en tout cas des points de vue convergents sur ces questions. Alors j'ai 2-3 autres derniers trucs. IA. Alors, l'IA là-dedans. Donc, je ne vais pas faire un discours sur IA et éducation, parce que j'en parlerai plus ce soir. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre l'IA et les REL. D'accord? C'est juste en particulier, quel est le lien entre ces deux choses-là? Donc d'abord, rappeler que l'éducation est un besoin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a des vrais besoins d'enseignants, on a des vrais besoins d'aide sur l'éducation, et c'est pour ça que les Nations Unies, c'est pour ça que l'UNESCO en a fait l'objectif de développement durable numéro 4. Deuxième, c'est de regarder, de voir ce qui se passe en éducation et de voir que l'éducation est devenue un terrain de jeu pour les grandes techs de l'IA. D'accord. Autrement dit, les grandes entreprises de l'IA qui, a priori, ont plein d'autres sujets sur lesquels ils pourraient s'occuper, aujourd'hui s'occupent beaucoup de l'éducation. Et les raisons, il y en a au moins deux. La première, c'est que avec Covid, elles sont rentrées, les grandes entreprises numériques, elles sont rentrées dans l'éducation. D'ailleurs, on a eu besoin d'elles pour nous aider à faire cours quand on n'arrivait pas à gérer le présentiel. Et donc, quelque part, elles sont arrivées. Et puis, depuis ce moment-là, elles sont présentes. Elles ont compris qu'il y avait plein de choses qu'elles pouvaient faire.
Alors ensuite, qu'il y avait aussi des budgets, que ces budgets pouvaient être débloqués, et ainsi de suite. Puis la deuxième, c'est que quand vous pensez intelligence, ça fait penser à quoi intelligence? Alors c'est les jeux, par exemple, qui est un secteur sur lequel l'IA a beaucoup travaillé à un moment donné, mais c'est aussi l'école. D'accord ? L'école est censée être un endroit où on travaille sur l'intelligence. Donc c'est pas absurde que si vous êtes une entreprise d'intelligence artificielle, vous soyez présent sur le terrain de l'école, ne serait-ce que pour démontrer que vous êtes un leader de l'IA. Okay, c'est là où on voit que aujourd'hui, chaque fois qu'une nouvelle IA va sortir un nouveau produit, enfin quand il y a quelque chose qui arrive, les benchmarks, c'est-à-dire la preuve que ça fonctionne, est souvent faite sur des examens universitaires. On réussit à démontrer que sur tel ou tel examen, l'IA obtient des résultats meilleurs que l'IA précédente. Donc c'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai marché. Donc depuis Covid, il y a beaucoup d'argent là-dedans, et beaucoup d'argent, c'est de plus en plus d'argent. C'est à l'intérieur de l'IA, l'éducation est un des secteurs qui monte le plus en termes d'argent. Donc c'est logique qu'elle soit là. Ok, donc tout ça pour dire que il y a des vraies raisons de faire de l'IA, et en fait on peut faire toutes sortes de choses. Donc on peut faire des choses comme ce genre de choses-là. C'est-à-dire se demander, est-ce que finalement les REL de demain, c'est vraiment des REL ou est-ce que c'est pas des IA? Autrement dit, aujourd'hui, des REL, c'est vous écrivez un cours, vous partagez votre cours. Mais est-ce que la REL de demain, c'est pas une IA qui a lu votre cours? D'accord? Qu'est-ce qu'on préfère, avoir l'IA qui a lu le bouquin ou le bouquin lui-même? Quand je dis qu'est-ce qu'on préfère, c'est si vous êtes un élève, un étudiant, et que vous avez besoin d'apprendre, ou un enseignant qui a besoin de préparer son cours, avoir accès à une IA qui a lu le bouquin et à qui on peut poser des questions, c'est peut-être une solution qui est aussi bonne que le cours lui-même. Donc c'est une thèse qui est défendue en particulier par David Wiley, c'est celui dont on a vu le nom tout à l'heure quand on parlait des 5 R, et qui depuis un an et demi est en train de proposer que en fait on peut remplacer les REL par des IA, avec des IA qui seraient des IA ouvertes, avec beaucoup de discussions sur ce que c'est qu'une IA ouverte, et une IA ouverte qui a lu le bouquin et qui peut répondre à des questions. Alors pour dire vrai, moi je suis allé regarder, ça existe, donc vous pouvez aller sur des sites. Je sais qu'il y a un site qui a lu mon bouquin, et puis je suis allé l'interroger, et j'étais assez épaté de voir que effectivement, j'avais pas besoin de lire tout le bouquin pour avoir des réponses sur différents points. On en voit l'intérêt, même si ensuite on a cette frustration de se dire ouais, mais c'est bien d'avoir lu tout le bouquin quand même. Ok, donc ça c'est ce sujet-là. Voilà, donc l'IA, les liens entre l'IA et les REL, il y en a plusieurs. Il y a ce lien dont je viens de parler, qui est que peut-être est-ce que les IA de demain, peut-être que les REL de demain seront des IA. Il y a un autre lien qui est celui que j'ai mis en avant tout à l'heure quand j'ai dit que quelque part dans des domaines comme l'IA, où les choses vont très vite, on a besoin de REL pour pouvoir partager. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes de partage. Quand vous allez sur le web, vous allez voir quand même que sur vos matière par matière, il y a quand même des gens qui sont en train de mettre en partage, à condition de mettre en partage bien. Bon, et puis, j'ai presque fini. Je vais juste parler d'un dernier point qui me tient à cœur parce que c'est un de mes points favoris. C'est celui-là. Mon enseignement est-il durable ? Qui est aussi un argument qui lie l'IA et qui lie les REL. Et donc j'ai écrit ça sur un article avec une Barbara Klaas qui est en Suisse. Donc le point de départ, c'est déjà de se dire que qu'est-ce que c'est que l'IA. Donc ça, j'en reparlerai ce soir beaucoup plus. Mais de quoi a-t-on besoin pour faire de l'IA ? On a besoin, pour faire de l'IA, pour utiliser utilement l'IA, on a besoin de savoir se poser des questions et savoir poser des questions. D'accord ? Prompter, c'est poser des questions, c'est poser des bonnes questions, c'est se mettre un peu à la place de l'IA, c'est-à-dire que quelque part, je dois anticiper la façon de fonctionner de l'IA pour pouvoir avoir des bonnes réponses. Mais c'est aussi, j'ai besoin de savoir des choses pour pouvoir faire des questions. Donc ça ressemble à une conversation, même si ça n'en est pas vraiment une, parce que dans une conversation, quand on est deux, les deux pouvons changer un petit peu d'avis. Là, dans une conversation avec l'IA ne va pas changer d'avis. Elle va faire semblant, enfin, elle va vous donner raison, mais c'est pas la même chose que de changer d'avis.
Ok, donc qu'est-ce qu'on note comme constat, parmi les constats? On note que aujourd'hui, motiver l'apprentissage d'une matière quand c'est l'IA qui est capable de le faire, c'est compliqué. Que les élèves peuvent penser que c'est un petit peu inutile. C'est difficile d'apprendre des connaissances qui en fait sont faciles à mobiliser. C'est-à-dire si finalement l'impression c'est j'ai pas besoin d'apprendre ça maintenant puisque je pourrais juste poser la question quand j'en ai besoin. On a un peu le mode tuto qui revient, c'est-à-dire le côté, voilà, si j'ai besoin de réparer un robinet, je vais pas aller faire un cours de plomberie pour ça, je vais juste regarder le tuto de plomberie au moment où j'en ai besoin. C'est justifié, c'est injustifié, ça change rien, c'est la façon de faire, et pour nos étudiants, c'est beaucoup là, cette façon de faire. On voit aussi, et là je l'ai vu tous ces jours-ci en me promenant ici en Nouvelle-Calédonie, la difficulté de faire travailler les élèves hors de la classe sans qu'ils utilisent l'IA. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque bien sûr, il y a aussi l'accès à Internet qui pose un problème ici particulier, mais quelque part, l'accès à l'IA change complètement la donne. Et un autre des constats donc, qui revient tout le temps, c'est cette notion d'évaluation, de contrôle des connaissances. Alors, j'ai écrit juste pour dire que on ne sait pas très bien ce que veut dire faire une évaluation juste avec l'IA. Alors, quelques embryons de réponse à tout ça. Les premières, c'est que les embryons de réponse sont... Pardon. La première, c'est que donc il faut savoir poser des questions. Donc on est sorti un peu des mécanismes où on essayait d'aller à l'école pour savoir donner des réponses, et peut-être qu'on va à l'école plutôt pour savoir poser des questions. Alors ça aussi, je reviendrai dessus plutôt cet après-midi. Deuxième, c'est que pour pouvoir poser ces questions, il faut des fondamentaux. C'est-à-dire que cette impression selon laquelle je peux tout différer et tout mettre en mode tuto, ça marche pas. Malgré tout, un tuto, si dans le tuto il y a des termes techniques, on me parle d'objets que je ne comprends même pas, je suis complètement coincé. Si je veux suivre un tuto de plomberie et que dès le début on me parle de clés bizarroïdes que je n'ai pas chez moi, que je ne sais pas utiliser, je vais de toute façon pas profiter du tuto. Il y a un exemple qui est celui de la calculatrice. Et enfin, et c'est là où je vais aller, c'est en réponse à ces préoccupations, il faut se demander si on peut aller vers de l'éducation durable. Alors qu'est-ce que j'appelle l'éducation durable ? L'éducation durable, si je demande à notre ami ChatGPT ou si je demande à Google, il va me dire l'éducation durable, c'est aussi l'éducation au développement durable, c'est un concept. Et en fait, non, c'est pas ça ce que je veux dire. D'accord ? Éducation durable, c'est par opposition à éducation éphémère. D'accord ? Une éducation durable, c'est une éducation qui est là pour durer. Alors c'est important au moment où on parle d'IA parce que l'IA a une tendance à se mettre sur du très court terme. C'est-à-dire aujourd'hui, l'IA nous permet effectivement de résoudre un problème, nous permet d'arriver avec une bonne note, nous permet d'être immédiatement opérationnel sur quelque chose. Mais en réalité, et on commence à avoir des résultats assez inquiétants là-dessus, quelques heures plus tard, on a tout oublié. Alors là, il y a des résultats des examens au MIT où c'est à peu près le même effet que l'effet TikTok. D'accord ? Vous regardez des vidéos et après les vidéos, vous vous dites mais j'ai regardé quoi ? Je me rappelle de quoi là-dedans ? Et en fait, l'apprentissage IA est un petit peu de même nature. Donc là, c'est sorti il y a 15 jours, un article du MIT. Et donc, en fait, une éducation durable, ce serait plutôt une éducation qui permet plus tard de pouvoir effectivement mobiliser les connaissances. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on les a, ces connaissances, et qu'on peut les mobiliser, y compris avec l'aide de l'IA. D'accord ? Mais qu'on peut les mobiliser plus tard. Et pour pouvoir faire ça, il faut d'abord se rendre compte que notre éducation n'est pas si durable que ça. Et une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons à analyser, c'est que en fait, les supports de cette éducation ne sont pas durables. Par exemple, les manuels dont je parlais tout à l'heure, qu'on utilise, sont des manuels, quand on est dans mode... Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, je dirais la vérité, mais en France, vous avez les manuels, à la fin de l'année, il faut les rendre. Donc, en fait, il ne reste plus rien. C'est-à-dire la partie physique, le manuel, on doit le rendre, on ne l'a plus. Et puis, comment on appelle ça ? Les ENT, c'est pas beaucoup mieux. Donc les environnements numériques de travail, une fois que vous avez obtenu votre matière, l'année d'après, vous n'avez plus accès aux cours de l'année N-1. Ça vaut pour le lycée, mais ça vaut aussi pour l'université. Moi, j'ai des difficultés, je ne sais pas si vous avez les mêmes. Si je demande à mes étudiants de première année de master, ça c'est quelque chose que vous avez vu en licence, leur première réaction, c'est de dire non. Donc j'insiste parce que je sais qu'ils l'ont vu. Mais ce qui est compliqué, si je leur dis, et je veux que pour que la semaine prochaine, que vous alliez rechercher cette information.
En fait, ils n'ont aucune stratégie qui leur permet de le faire. La seule stratégie qu'ils ont, enfin la meilleure qu'ils ont aujourd'hui, c'est de demander à ChatGPT. D'ailleurs, mais ils n'ont aucune stratégie de pouvoir retrouver dans leurs archives, parce que finalement, au fur et à mesure, on s'est gentiment appliqué à détruire les archives de l'apprentissage. Okay. Donc c'est assez logique qu'il y ait un côté éphémère et qu'ils aient l'impression que ça y est, c'est acquis. D'ailleurs, on dit c'est acquis. L'examen, ça veut dire que la matière est acquise, on peut passer à autre chose. Mais en fait, en réalité, c'est pas si vrai que ça. Et surtout, il n'y a pas la possibilité de revenir en arrière pour aller retrouver des choses. Voilà, donc à qui la faute? Mais à toutes sortes de choses, d'accord. Les manuels chers. Donc là, on rentre dans une logique où les REL peuvent éventuellement arriver à se substituer au manuel pour dire ben non, mais la REL, elle pourra toujours rester là, vous pourrez toujours aller retrouver finalement la matière, la connaissance telle que vous êtes allé la chercher quand on vous l'a donnée. Et puis il y a d'autres arguments qui sont plus pernicieux. C'est aussi le tout numérique. Quelque part, si on regarde non pas l'enseignement mais on regarde la culture, il y a un phénomène un peu similaire sur la culture. Quand j'étais jeune, pour ne pas dire vous, on avait des bouquins, mais on avait aussi des cassettes qui ont été remplacées ensuite par des CD, par des DVD, par des CD-ROM, par d'autres objets au fur et à mesure physiques, jusqu'au moment où on a décidé, ah ben non, on n'a plus besoin de rien, tout est sur le cloud. On a quand même les gardés. Moi, j'ai des cartons entiers, plein de boîtes de trucs qui servent à rien. Mais en réalité, sur la partie culture, on arrive à peu près à tout retrouver. Si vous avez besoin de retrouver une musique qui vous rappelle quelque chose, vous allez pouvoir la retrouver. Si vous voulez chercher un film, vous allez pouvoir le retrouver. Pour l'éducation, c'est pas vrai. D'ailleurs, pour l'éducation, pour aller retrouver mon cours de maths de première année de licence, j'ai aucune chance d'y arriver. Alors, je ne vais rien trouver là-dessus. Je peux trouver sur Wikipédia un contenu qui va ressembler, qui va contenir les titres, mais pas nécessairement la manière qui, à l'époque, m'a servi pour apprendre. Voilà, et donc, quelque part, on n'a plus de supports comme ça qui nous permettent de... Et ils ont disparu sur à peu près tout, parce que le passage au numérique a voulu ça. Mais sur l'éducation, c'est quand même en train de nous poser des problèmes. Voilà, donc je crois que j'ai un truc qui s'appelle conclusion, oui c'est ça. Non, la conclusion elle va être juste comme ça, c'est retrouver la chair. Donc la conclusion de tout ça, sur les REL, c'est... donc à Nantes, on continue là-dessus à avancer. On a un objectif clair qui est de mobiliser un maximum d'enseignants pour que les enseignants soient en mode ressources éducatives libres, partager leurs propres cours. On partage pas tout. Hein. Moi, j'ai des cours que je fais que je vais pas partager, qui sont faits un peu à la va-vite, où j'ai aucune originalité, j'ai pas particulièrement cherché. Il y a aucune raison que je partage. Bon, par contre, il y en a d'autres. Je les mets en partage parce qu'ils peuvent servir à quelqu'un quelque part. Donc on est dans cette logique-là à Nantes. J'espère qu'on va continuer, mais c'est vrai que pour y arriver, on a obtenu des financements, donc des financements nationaux qui permettent de payer la fabrique des REL, de payer des personnes pour aider les enseignants à les créer. Et puis, mais ça c'est juste une partie. L'autre partie, c'est de convaincre, c'est de réussir à discuter avec les gens. Au niveau national, je l'ai dit, il y a une volonté quand même de l'État à travers les ministères de soutenir ce genre de choses-là. Et au niveau international, à travers l'UNESCO, il y a aussi la volonté d'aller vers plus de partage. Et je crois que là, j'ai le temps plutôt de répondre à des questions. Ouais, vas-y. Je vais sur ça à l'INSPE. Et nous, on avait trouvé un biais, c'était sur le côté censure par rapport à la plateforme sur laquelle on partage. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un système de filtre qui dit que cette ressource-là peut figurer dessus, qui la limite, qui s'en occupe, est-ce que c'est l'IA, est-ce que c'est mis en place? Ouais, c'est une super question. C'est en fait la question du contrôle qualité. Okay. Donc, il y a plein de réponses possibles. Donc, la première réponse possible que j'ai entendue, c'est dans l'éducation ouverte, on part du principe que les enseignants sont des adultes et que chaque enseignant peut prendre sa décision tout seul dans son coin. Donc, je la réfute, ça marche pas du tout. Faut comparer le système des REL à un système de... comment on peut dire ça? C'est un peu comme l'hôpital public face aux cliniques privées. C'est pas parce que les hôpitaux publics font un super boulot qu'elles sont pas obligées de se défendre et de passer leur temps à expliquer pourquoi elles font un super boulot.
Donc on est quand même obligé d'aller chercher à faire ça. Donc c'est compliqué. Tous les systèmes à l'ancienne dans lesquels on fait relire, on fait valider, on fait etc. deviennent très vite très compliqués. Si peut-être un joke, en 2021, j'avais organisé une série de discussions sur ces questions dans plusieurs langues. Donc, chez les Espagnols ou les Hispaniques, la question était en termes de il faut faire confiance aux enseignants, point. D'accord ? Un enseignant, c'est quelqu'un qui s'engage, donc on lui fait confiance. Bon. Chez les anglo-saxons, c'était la logique des smileys. C'est-à-dire, on va faire des plateformes très IA dans lesquelles il va y avoir des gens qui vont faire des votes. Et donc, on va détecter les trucs qui montent, les trucs qui descendent, qui ont des votes positifs, des votes négatifs. Bon, ça s'embêtait. Et quand je suis allé sur le site, la discussion en français, la réponse était « Que fait le ministère ?» On a toujours cette impression qu'il y a une espèce de solution de contrôle qualité par le haut qui va se mettre en place. Donc pour tout dire toute la vérité, je suis un peu plus proche de la solution anglo-saxonne, peut-être plus inspiré de systèmes à la Wikipédia. C'est-à-dire on publie, et puis par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui dit là il y a un truc qui me plaît pas du tout, on enlève et on met en place des systèmes de révision à ce moment-là. Il faut y arriver, il faut développer les plateformes pour pouvoir mettre ça. C'est-à-dire que Wikipédia, il faut vraiment regarder l'exemple. C'est un exemple vraiment de réel parfaite, c'est-à-dire ou quelque part, enfin parfaite, de réel dans lequel, à un moment donné, tout le monde s'était plaint en train de dire c'est n'importe quoi, s'il n'y a pas de contrôle qualité, c'est vraiment très, enfin il peut se passer n'importe quoi. Et en réalité, la communauté Wikipédia a mis en place toute une série de contrôles qui ne bloquent pas la machine, qui permettent à la machine de fonctionner, mais qui, dès qu'il y a le soupçon qu'il y a un conflit quelque part, et ben ensuite ça passe dans un circuit de modération pour pouvoir résoudre les choses. Je crois qu'il faut qu'on s'inspire de ça. Mais sinon, oui, si on doit rassurer, mais on ne doit pas nécessairement rassurer parce qu'on est mauvais. On doit rassurer parce que, en face, on a aussi des éditeurs privés qui ont de l'argent à gagner et qui ont intérêt à semer le doute et à dire que ce qui va être produit de façon libre va être de qualité moindre. Un peu comme des cliniques privées vont aussi dire, regardez, à l'hôpital public, ça se passe pas bien, c'est pas bien, etc. Alors qu'en réalité, toute la recherche de pointe se fait dans les hôpitaux publics. Mais donc à Nantes, où est-ce qu'on en est là-dessus ? On se rend compte que si on réussit à faire travailler les ingénieurs pédagogiques suffisamment tôt pour accompagner les enseignants, il y a quand même une grosse partie du filtrage qui a déjà été fait là-dessus. Parce que le filtrage, il est sur plein de choses. Il est sur l'aspect légal. D'accord, il faut quand même que la ressource qui a été mise, que toutes les images soient, par exemple, qu'on sache d'où elles viennent. Donc là, il y a c'est l'enseignant qui signe un papier pour dire oui, je me suis engagé à, ça suffit pas. Il faut trouver le moyen de détecter ça. Il y a bien sûr la qualité scientifique, c'est-à-dire que ce qui est dans le cours correspond à une qualité avérée. C'est là où les grandes universités ont l'avantage. On peut se dire que un cours qui a été fait par une université, par école polytechnique, cette qualité scientifique, elle y sera. Et ensuite, il y a la qualité pédagogique aussi, parce que peut-être que quelque part, on a envie quand même que l'enseignant qui raconte quelque chose, raconte quelque chose de plus que ce qu'une IA pourrait raconter en récupérant des morceaux. Ouais. Je voulais savoir par rapport justement au développement des règles, parce que clairement, en tout cas pour le partage et la diffusion des enseignements, je suis enseignant du primaire, et tellement qui voudrait le faire, et un des autres soucis, c'est de se dire, est-ce que si tout le monde publie, si tout le monde partage, est-ce qu'on va pas être noyé pour savoir comment retrouver la qualité, le juste à l'intérieur finalement de ce flou, alors que là, si on a un web ou quelques personnes qui publient, on peut se dire déjà c'est ça qui est référencé, et quand tout le monde a publié en même temps, de se dire où est le juste milieu. Ouais,
La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'y a pas tant de monde qui le fait. Donc c'est une question assez hypothétique que de dire tout le monde va avoir envie de le faire. Alors ça pourrait être le cas si demain il y avait des vraies incitations pour que les enseignants, je ne sais pas, gagnent plus d'argent parce qu'ils se mettaient à partager. Bon, on n'en est pas là. En fait, les mécanismes pour rendre visibles sont compliqués. Les mécanismes sont... on doit trouver une plateforme sur laquelle on met ça. Si on met ça sur une plateforme où il y en a déjà 10 000 fois la même, en fait, effectivement, notre truc sera tellement noyé qu'il n'apparaîtra pas. Ensuite, c'est des vraies questions de savoir s'il y a plusieurs ressources qui parlent de la même chose, laquelle va être en haut. C'est des vraies questions. C'est des vraies questions parce que si à l'arrivée on fait juste confiance, là où encore une fois, aux meilleures universités ou aux meilleures institutions, ça devient vite frustrant parce qu'on aura juste la possibilité de publier ou d'être visible si on vient que des très très bonnes institutions. Or, quelque part, il faut que, pour que le système fonctionne, il faut que tout le monde se dise, tiens, si j'ai une façon originale et qui marche bien pour expliquer les trucs, il faut que mon truc soit visible, puisse monter et être réutilisé. C'est des questions qui sont regardées en particulier par l'IA. C'est-à-dire que l'IA peut aussi se demander de quelle façon elle détecte des pépites, des choses intéressantes qu'elle fait remonter. Voilà. Donc on a des algorithmes, on travaille aussi, les gens qui faisons de l'IA, on travaille sur ce genre de questions. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'en avoir quelques-uns. On peut calculer que sur sur 1000 ressources mises en partage, il y en a 3 qui utilisent correctement les licences. Là, c'est très très peu. D'autres sujets, d'autres questions? Comment c'est payé les bouquins ici, les bouquins de classe, de collège, lycée? Qui paye? Les parents, les familles ou les... Ça dépend? Ici, c'est dans l'enseignement privé et dans l'établissement, on a ajouté en fait des genres. On a vu les élèves sont vendus les autres, parce que ça devient très facilement d'autres, sauf que les installations virtuelles. Du coup, en fait, les élèves font beaucoup de photocopies. D'accord. C'est pas forcément très sachant que dans le temps, les élèves partent pour eux, ça dépend des cas. Parce que des fois, il y a aussi des systèmes de bourse aux livres où les enseignants peuvent... Enfin, les parents ou les familles vont vendre le bouquin à la fin de l'année. Mais dans les deux cas, le matériel ne reste pas et les photocopies, elles ne vont pas rester non plus. Ouais. Public, je crois que le cartable numérique. Ouais. Donc, ils ont droit à un lot d'ouvrages dans ce cartable. C'est au niveau du collège. Donc, je suis arrivé depuis un mois, donc c'est ça, confirmé les collèges. Ça, et la province qui dote aussi en livres des établissements. Par exemple, dans mon établissement et dans d'autres aussi, ça fait plusieurs années qu'on a fait le choix que les élèves n'ont plus les livres. On a des livres dans les classes. D'accord. Plus de livres à la maison. D'accord. Alors que chez nous, en France en métropolitaine, on va se retrouver probablement plus avec des livres qui sont en classe, qui sont à la maison et qui ne viennent pas en classe. Parce que ensuite, il y a un enjeu de cartable. Mais il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux économiques très forts sur les livres. Les livres, c'est un marché très fort. Pendant Covid, par exemple, alors je reprends. Les régions n'ont pas le droit de dépenser plus de un pourcentage de leur richesse, de la région, sur les livres. Mais pendant Covid, les éditeurs ont dit « Ah, mais non, on a encore plus besoin de livres qu'avant. Il faut que vous fassiez sauter ce seuil et qu'on puisse acheter plus de livres. » Mais donc ici, vous êtes plus quand même sur des livres numériques dans votre cas, et puis des livres en classe dans l'autre cas, et puis pas de livres du tout, plutôt dans le privé. Ok. Dans les lycées, c'est loué en fait. C'est-à-dire ils donnent une caution, on va dire, ils ont les livres à disposition, ils ont toute l'année, et à la fin, ils remettent les livres. C'est souvent les APE qui gèrent ça, et ils récupèrent leur caution. Mais comme vous dites, ça ne reste pas. Non, d'accord. Ils ont accès aux livres. D'accord. Mais moi, j'avais calculé que, France tout compris, c'est
un peu plus d'un demi-milliard d'euros chaque année qui est dépensé par les collectivités en livres, d'accord, que ce soit pour collège, lycée et école. Donc c'est un énorme budget, il y a beaucoup d'argent. Très bien, vas-y. Une dernière question. Ce que je constate, moi, quand j'ai voulu mettre en place une solution de partage, de ressources avec des enseignants du secondaire, il y a quand même beaucoup de réticences. Et finalement, on arrive rapidement à faire un groupe de ressources avec des enseignants qui sont volontaires, un peu experts, mais on a du mal à diffuser. Je pense que je n'avais pas le pouvoir de convaincre. Là, j'ai eu 23 bonnes raisons, donc ça m'en inspire, mais il y a quand même beaucoup de réticences. Alors, je ne sais pas si c'est culturel ou les autres pays, c'est la même chose. Il y a des réticences très franco-françaises, de toute façon, mais il y a des réticences. C'est assez curieux, il y a les réticences dites et les réticences non dites. C'est-à-dire que quand je fais une réunion avec les enseignants, je dis, bon, très bien, levez la main, ceux qui ont choisi ce métier pour partager la connaissance. À peu près tout le monde lève la main. D'accord. Et puis ensuite, je commence à décomposer et puis je dis oui, mais d'accord, mais enfin voilà, tu es dans un groupe où moi je veux bien partager, mais si les autres ne partagent pas, je vois pas pourquoi je vais partager. Bon, donc t'es pas pour partager la connaissance. D'accord. Et on a comme ça des choses, parce que il n'y a pas un enseignant, ça a choisi nécessairement quelque part, quand il avait 20 ans, avant, d'accord, il a choisi ce métier parce qu'il avait cette envie. Et pourtant, il y a plein de choses. Il y a le système, il y a nous, il y a des habitudes. Il y a, effectivement, des fois, on partage et on prend plus de coups en partageant qu'en ne partageant pas. Donc on se dit, c'est pas la peine. Si c'est juste pour qu'on vienne me critiquer mon cours et mon truc alors que je l'ai mis en partage. On a un truc absolument extraordinaire, par exemple, c'est aussi simple que ça. C'est là, ce bouquin que j'ai mis en partage. Je pense que j'ai quelques dizaines de milliers de personnes qui l'ont téléchargé gratuitement. Je crois que j'ai reçu 2 merci en tout. D'accord ? Donc en fait, c'est comme si c'était obligatoire, c'est comme si c'était mon métier de mettre en partage. On n'a pas du tout la notion que quand vous êtes parent, que vous avez des enfants, vous leur apprenez à partager, mais vous leur apprenez aussi à dire merci. D'accord ? Et en fait, si on arrête de dire merci quand les gens mettent en partage, ça coince aussi. D'accord, ça coince à un moment donné, et puis le système dit pas merci, il faut que je m'en aille, c'est ça ? Ouais. Non, j'ai encore 5 minutes. Quand le système dit pas merci, là c'est sur le SUP plutôt, aujourd'hui, quand vous faites de la recherche, vous êtes plus qu'encouragé à partager en open access. En open access, c'est-à-dire que vos articles doivent être mis de façon à ce que n'importe qui puisse télécharger votre article scientifique. Alors, la raison, c'est la pression d'abord de la communauté européenne, puis petit à petit du CNRS en France, puis de l'ANR, enfin les différents organismes se sont mis à dire qu'effectivement, ça posait un problème si la recherche scientifique était confisquée. On sait que sur Covid, y compris au temps le plus fort du Covid, où on demandait aux gens de partager, à peine la moitié des articles qui étaient publiés sur Covid étaient accessibles ouvertement. Ça pose quand même question, quoi. C'est quand même un petit peu gênant. Donc, mais par contre, là, on est encouragé à le faire, puisque quelque part, les chercheurs vont être évalués et leurs carrières vont dépendre de différents facteurs, comme par exemple leur nombre de citations. Et un article qui est partagé est beaucoup plus cité qu'un article qui n'est pas partagé. Donc, tout le monde s'y retrouve. Là, vous avez un modèle économique où, quelque part, l'institution s'y retrouve, le chercheur s'y retrouve. Et donc, il y a un espèce d'encouragement à partager. Pour l'enseignant, ce n'est pas le cas. Pour l'enseignant, c'est le plaisir de faire, c'est l'impression d'être utile, de faire des choses. Mais en réalité, on n'est pas très bon. Coréal, dont je parlais tout à l'heure, on commençait par faire 12 mesures. Et parmi ces 12 mesures, je leur ai dit, il n'y en a aucune où vous êtes en train d'essayer de dire merci ou de quelque part de primer, de récompenser la personne qui met en partage. Donc toutes les mesures sont, il faut des plateformes qui font ci, il faut des logiciels qui font ça, il faut appliquer je sais pas quoi. Enfin bon, c'est plus vu comme des contraintes, mais il n'y en a aucune qui vient dire à l'enseignant, écoute, on t'aide vraiment, d'accord, on te dit merci pour le faire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais c'est pas que français, mais nous on n'est pas très bons. Ouais. Très bien. Merci et peut-être à ce soir à certains.